Bonjour à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va voyager pendant cette émission. Premier voyage avec un ou une inconnue pour une destination également inconnue. C'est la trame d'un roman dont on parlera. Deuxième voyage, un voyage à la découverte de soi-même. C'est l'objet d'une bande dessinée. Et puis troisième voyage, un voyage vers ses origines pour essayer de savoir d'où on vient. C'est une pièce de théâtre. On terminera l'émission avec un micro ouvert avec le chanteur Zaimoun. C'est Connaissez-vous et on est parti. Bonjour Paul Colise. Bonjour. Comment doit-on vous présenter? Présentez-moi de manière simple et directe. On peut dire romancier? Oui. Ouais. Est-ce qu'on doit dire auteur de polar ou est-ce que c'est fini ça? Je dirais non, on peut continuer à dire auteur de polar, ça reste d'actualité. Ouais. Votre dernier roman, c'est un polar? Mon dernier roman, c'est plutôt un roman noir. Ouais. Je vous propose de vous asseoir quand même. Très vous bien. allez prendre place sur la banquette, Oui. À côté de votre livre. Très bien. Donc la place, voilà, celle-là, parfait. Ouais. Prenez-le en main, votre livre. Ouais. C'est quoi le titre? Un monde merveilleux. Ouais. C'est le monde d'aujourd'hui, le monde merveilleux? C'est un monde merveilleux, c'est un titre ambivalent, puisque en effet, je trouve que le monde est merveilleux. Et quand on ouvre l'actualité, il l'est un peu moins. Ouais. Parce que quand on plonge dans votre roman, on arrive dans une époque qui n'est pas si merveilleuse que ça quand même. 1973, ça allait, non, ça allait, oui, Ouais. non, c'est une époque, il y avait évidemment quelques guerres, comme toujours, mais sinon c'était une époque dont j'ai plutôt de bons souvenirs. Ouais. Mais si on remonte encore un petit peu plus loin, parce que vos personnages, eux, ils remontent un petit peu plus loin, là on arrive dans la Seconde Guerre mondiale. Là, on arrive dans la Seconde Guerre mondiale, oui, oui, en plein dans la Seconde Guerre mondiale, en effet, puisque les personnages du roman ont environ 35 ans. Donc, si on fait un rapide calcul, 73, 35 ans, donc ils ont connu la guerre durant leur enfance. Ouais. Et ils vont essayer de résoudre une énigme ou en tout cas de solder des comptes avec un passé qui remonte à cette époque-là. Je vous ai posé la question du polar, Paul Colise, Oui. parce que j'ai le sentiment que dans vos thèmes, dans votre écriture et dans la construction de vos romans, roman après roman, on s'éloigne du polar. Est-ce que c'est une impression qui est fausse? C'est une impression qui est tout à fait exacte. C'est pour ça que je disais, j'ai eu un moment d'hésitation quand vous parliez de polar, parce que oui, polar, c'est assez générique. Là-dedans, il y a toutes sortes de subdivisions. Oui, je m'éloigne du polar dont les codes sont assez connus. Oui, c'est vrai, on peut dire ça. On va pas croiser de policiers, il ne va pas y avoir d'interrogatoire, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de cadavres mutilés, il n'y a pas de tueur en série énigmatique, il n'y a pas de flics en proie à ces vieux démons. Donc ces codes-là, je ne les utilise pas, en effet. Ouais. Mais il y a une énigme quand même, et il y a un mystère que le lecteur ne saisit pas. Et toute la clé de la lecture, c'est d'essayer de comprendre ce que ces personnages recherchent et ce qu'ils sont. On explique quand même un petit peu le début. Oui. On a un personnage qui est un officier ou un sous-officier de l'armée belge. Il est stationné en Allemagne et il est à un moment convoqué par ses supérieurs. Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Son état-major lui donne un ordre. C'est de convoyer une personne, d'aller où cette personne lui dira d'aller, sans lui poser de questions, sans état d'âme, sans entretenir la conversation, mais ils ajoutent quand même qu'il est prié de prendre une arme avec lui. Donc, et lui, bien sûr, il pense dans un premier temps que c'est une sorte de test pour le faire monter en grade. Donc, il monte dans cette voiture et il va chercher cette fameuse personne qu'il doit convoyer et qui s'avère être, et c'est sa première surprise, non pas un homme mais une femme. Voilà. Et donc l'autre personnage, c'est cette femme dont on ne sait pas grand-chose au début, ou en tout cas, les deux personnages ne savent rien l'un de l'autre.
Lui ne sait absolument rien d'elle et ne peut pas lui poser de questions, donc il obéit aux ordres. Elle ne sait pas grand-chose de lui non plus. Pour elle, c'est un chauffeur, point. Et ils vont partir ensemble. Donc imaginez évidemment que vous soyez obligé de faire un voyage de plusieurs jours avec une personne que vous ne connaissez pas et avec laquelle vous n'avez pas d'atome crochu, et vous êtes dans l'habitacle d'une voiture pendant plusieurs heures par jour. Donc le climat est assez tendu. Ouais. C'est un huis clos? C'est un huis clos mobile, mais c'est un huis clos, oui, bien sûr. Bon, bien sûr, de temps en temps, ils sortent de la voiture, ils vont déjeuner ou ils vont dormir, mais oui, une grande partie du roman se passe dans l'habitacle de cette voiture. Ouais. Il y a de la tension, et parfois il y a un peu d'agacement, et puis au final, il y aura de l'attachement entre ces personnages? Ils vont passer par toute la gamme des émotions. Bon, il y a de l'énervement, il y a de l'agacement. Il y a des moments de détente aussi. Il y a des moments où, en effet, ils s'amusent. Il y a des moments d'amusement. Il y a des moments où ils se détendent. Et puis, à un certain moment, il va se passer quelque chose, oui. Mais ça, je ne vais pas dire quoi. Ouais. Alors, je vous propose d'ouvrir votre livre, si vous voulez bien. Vous allez aller à la page 160. À la page 160. Voilà, j'ai entouré un petit paragraphe et je voudrais que vous vous exerciez à l'exercice de la lecture. Très bien. On est dans la voiture. On est dans la voiture. Qui parle? Ah oui. Je peux vous demander quelque chose? Il sortit de sa somnolence. Je vous écoute. Vous faites semblant ou vous ne savez vraiment pas pourquoi vous êtes là? Ses doigts pianotèrent sur le volant. Je ne comprends pas votre question. Je m'explique. On vous a donné cette grosse voiture, on vous a prié d'aller me chercher à Bruxelles et de me conduire où je voulais. Affirmatif. On vous a rien dit d'autre? Non. Et vous n'avez posé aucune question? Non. Il n'en avait posé aucune, sans cesser de se les poser à lui-même. Voilà. Là, on a un petit dialogue qui est quand même un bon résumé de ce qui se passe dans cette voiture. Hein, tout à fait. Avec un conducteur qui n'a pas le droit d'interroger sa passagère, qui doit juste prendre la destination qu'elle lui indique. Et elle lui indique plusieurs destinations au fur et à mesure du roman, puisque l'intrigue évolue et qu'on suit cette intrigue en fonction des destinations. On peut quand même dire qu'on va aller vers le sud de l'Europe, on a le droit de dire ça? Oui, on a le droit de dire qu'on part de Bruxelles, qu'on va traverser la France et qu'on va entrer en Espagne. Ouais. Et on a le droit de dire que on est sur la piste peut-être de collaborateurs de non, ça, on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire non, ça. On n'a pas le droit de on n'a pas le droit de dire ça. J'avais quand même envie de vous poser des questions là-dessus, Paul Collis, parce que dans vos précédents romans, on sait qu'il y a un travail de documentation qui est important. Hein, vous aviez fait un roman qui se passait dans la rédaction du Soir, vous étiez installé dans la rédaction du Soir pour l'écrire. Vous avez fait votre dernier roman, Toute la violence des hommes, qui était sur les graffeurs bruxellois, hein, où on essayait de comprendre ces magnifiques fresques qui arrivent sur les murs de Bruxelles. Et je sais que vous avez rencontré un de ces graffeurs pour votre roman. Il y a une recherche historique pour ce roman-ci? Oui, il y a une recherche historique, bien sûr. Bon, elle est relativement légère parce que cette recherche historique traite de faits concrets, de faits historiques, mais qui ne sont pas l'essentiel du roman. Donc, bien sûr, ils vont survenir dans le roman, mais ce n'est pas un roman sur ces faits-là. Ce sont ces faits-là qui vont être un élément déclencheur de quelque chose, mais ce n'est pas l'essentiel pour moi. Ouais. Dans ce roman-ci, comme dans les précédents, il y a aussi la question de ce dont on hérite de ses parents, de la filiation, de la violence qu'on porte en nous et qui est parfois la suite d'une histoire familiale. C'est quelque chose qui vous obsède? C'est quelque chose que j'ai connu. Donc, c'est quelque chose que j'ai connu de très près puisque ma mère est née à Lwów, en Pologne, en 1926. Bon, aujourd'hui, Lwów, ça s'appelle Lviv et c'est en Ukraine. Et donc, ma mère a connu l'arrivée des Russes en 1939, elle a connu l'arrivée des nazis en 1941 et elle a connu le retour des Russes en 1945. Donc oui, c'est quelque chose qui me parle. Ouais. Et c'est ça aussi qui peut alimenter un parcours criminel un jour? Certainement, ça, j'en suis persuadé. Ouais. Le prochain roman, ce sera sur quoi, Paul Collis? Le prochain roman, ce sera un procès
un procès de 2 accusés de meurtre qui auraient tué leur supérieur hiérarchique. Et tout se passe pendant la catastrophe du bois du Casier en 1956. La trame historique, elle est toujours là. Hein. Vous ne pouvez pas écrire sur du... Ouais. Vous n'écrivez pas sur de la fiction pure. Il y a toujours un décor qui est réel chez vous. Hein. Oui, toujours. D'abord parce que c'est ce que j'aime lire. Donc quand je lis un roman, même si bien sûr c'est une pure fiction, j'aime bien apprendre quelque chose. J'aime bien découvrir un fait historique, une époque, une ville, un domaine, enfin bref. Et c'est quelque chose que j'aime bien aussi mettre dans mes romans. C'est quelque chose de bien réel, de bien concret, que ce soit un fait historique ou même un fait divers. Ouais. Vous avez fait votre service militaire? J'ai fait mon service militaire, oui. Et vous l'aviez fait en Allemagne? Je l'ai fait au 1er régiment de Lanciers, à Düren, oui. Voilà, donc ceux qui liront le roman comprendront la portée de cette réponse. Je voudrais qu'on parle un instant de votre découpage, de votre style. D'abord, le rapport à l'actualité. Il y a entre 2 chapitres, très régulièrement, un chapitre qui, en apparence, n'a rien à voir, mais qui est le récit d'une affaire, d'un fait divers, d'un moment d'actualité. C'est important pour vous? Je trouve que, d'abord, c'est une sorte de respiration. C'est comme quand vous parlez avec quelqu'un et puis vous lâchez un mot et cette personne reprend ce mot en disant « Tiens, à propos de ça, j'aimerais te dire » ou « J'ai lu quelque chose » et vous raconte quelque chose qui n'a rien à voir avec la conversation dans laquelle vous êtes. Donc c'est un petit peu cette idée-là que j'ai installée dans le livre. Donc ce sont des à-propos, donc ce sont des digressions. Des digressions sur base d'un mot ou d'une phrase qui vient dans le chapitre précédent et que je développe. Bien sûr, toutes ces anecdotes sont liées par un thème que je suppose le lecteur découvrira plus tard. Voilà. Et alors, on a le point de vue des 2 personnages qui revient régulièrement et donc la tête de chapitre nous indique dans quelle tête nous nous trouvons. Est-ce que nous nous trouvons dans la tête du conducteur ou est-ce que nous nous trouvons dans la tête de la passagère? Ça s'appelle Un monde merveilleux de Paul Colise. C'est chez Hervé Chopin. Vous avez changé d'éditeur. C'est un éditeur qui continue aussi de faire un petit peu du polar. Oui, il a plusieurs auteurs de polar. Il a Christian Carayon en polar. Il a aussi José Dos Santos, qui est entre polar scientifique. Ouais. Voilà. Et vous étiez aux éditions du Fleuve avant. Hein, J'étais aux éditions du Fleuve avant, oui. Voilà. Donc Paul Colise, Un monde merveilleux, ça sort maintenant. Les premiers retours de critiques sont bons, Paul Colise? Ils sont bons. Le mot mystère revient souvent. Donc Ce qui est une nouveauté pour moi, parce qu'avant, on ne parlait pas tellement de mystère, mais le mot énigme et mystère revient souvent dans les critiques. Voilà, on va changer de registre, si vous voulez bien. Je voudrais que vous preniez le livre suivant sur la banquette. Oui. Et que vous m'expliquiez ce que vous lisez, ce que vous décodez, ce que vous imaginez avec cette couverture. Alors, le titre s'appelle « Partir » sur les chemins de Compostelle. L'auteur est Lillison. Et c'est une bande dessinée dans un format de livre, donc ce qui était déjà original, puisque en général, bande dessinée, on s'attend plutôt à avoir un autre format. Ouais. Est-ce que vous connaissez Lillison? Non, je ne connais pas. Vous allez découvrir Lillison. Ah. Bonjour. Merci. Bonjour Lillison, je vais vous proposer de vous asseoir en face de Paul Colise, si vous voulez bien. Très bien. Ce sera peut-être plus facile. C'est vrai. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien, je m'appelle Lillison, je suis autrice de bande dessinée et réalisatrice de documentaires. Ouais. On dit bande dessinée? On dit roman graphique, mais moi, ce que je fais, c'est du roman graphique, mais bande dessinée, c'est le nom un petit peu commun. Mais je ne fais pas de cases. Ouais. On y reviendra tout à l'heure. Ça s'appelle Partir, sous-titre Sous les chemins de Compostelle. Peut-être question d'abord pour Paul Colise. Le chemin de Compostelle, ça vous parle? Vous l'avez fait? Vous auriez envie de le faire? Ou la randonnée est quelque chose qui est un domaine étranger? Ah non, je pars en randonnée tous les étés. J'adore la montagne. Le chemin de Compostelle, je ne l'ai pas fait, mais bon, j'ai vu l'itinéraire, c'est amusant parce que ça ressemble en partie quand même à
à l'itinéraire qui est fait dans mon livre. Ouais. C'est l'histoire donc d'une randonnée, Lillison. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce chemin? C'est mon éditrice en fait qui m'a mise un petit peu au défi. Et c'est vrai que j'ai un rapport particulier avec ce chemin parce que mes parents en fait habitent sur le chemin de Compostelle. Donc voilà. Mais vous n'êtes pas une mystique, vous n'êtes pas quelqu'un qui était en recherche de cette révélation, de ce pèlerinage. C'est pas un pèlerinage hein, pour vous. Mais ça l'est peut-être devenu, mais à la base, non, je fais de la randonnée depuis toujours. Et là, voilà, elle m'a lancé ce défi, c'était l'occasion de le faire aussi. Quand est-ce que dans sa vie, on peut prendre 1 mois et demi pour faire un projet comme ça? Paul Colise, le smartphone, l'ordinateur, éventuellement l'iPod, l'iPad, tous ces objets-là, vous en êtes dépendant? Dépendant, je les utilise tous les jours. Ouais. Ça commence quand la dépendance? Quand on les utilise toutes les nuits. Ouais. Lillison, est-ce que vous étiez dépendante? Oui, mais je crois qu'on est beaucoup à l'être et à ne pas se l'avouer. Mais oui, j'étais très dépendante. Et en vrai, si on regarde vraiment l'utilisation qu'on en fait et surtout le temps qu'on y passe, je pense qu'on est énormément à être dépendant. Ouais. Je vous pose cette question parce que c'est l'autre aspect du défi. C'était non seulement il faut faire une partie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, mais il faut le faire sans smartphone. C'était le plus dur. Oui, parce que partir marcher, pour moi, ça va, c'était faisable. Mais là, le défi de se dire, OK, sans téléphone intelligent, donc sans Internet, sans les réseaux sociaux sur lesquels je passe beaucoup de temps, sans possibilité de traduire parce que je passe en Espagne et que je ne parle pas espagnol. Donc il y avait un défi voilà, de gérer ce vide, en fait, parce que c'est vrai que souvent, quand on a un petit peu de temps, moi, je sors mon téléphone, je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et là, non, il fallait être dans la nature et juste marcher. Ouais. Et être à distance des siens, parce que ça, c'est un autre aspect. Vous êtes maman, jeune maman au moment où vous vous lancez dans cette expérience. C'était aussi une partie du défi. Oui, c'était une partie du défi aussi. Et je pense que j'avais besoin justement de me détacher un petit peu de ce rôle de conjointe, de mère et de tous les rôles que j'endosse dans la vie. Et juste de voir, d'être en face de moi-même et de voir qui est-ce que j'étais à la base. Alors je vous propose qu'on regarde quelques images, quelques planches de ce roman graphique pour voir la diversité des styles. Parce qu'il y a du dessin, vous allez nous dire si c'est crayon, pas crayon, il y a du montage, il y a des photos, il y a du texte. Expliquez-nous ce qu'on voit. Oui, c'est un mélange de plein de choses. Il y a du crayon couleur, il y a des vieilles gravures détournées, il y a du crayon, il y a de la peinture, il y a des collages, il y a des photos, il y a des grandes pages de texte, il y a des cartes. Ça représente un petit peu la diversité de tout ce que j'ai vécu et c'est venu assez instinctivement de remplir ça de plein de choses parce que ce voyage était tellement riche que je crois que j'avais besoin de tous ces médiums pour rendre mon ressenti le plus justement possible. Ouais. Paul Colise parlait tout à l'heure de digression. Vous êtes la reine de la digression. Hein. Oui, parce que là, en plus, on fait du collage, donc du collage de médium, mais après du collage d'informations et d'ajouts avec des petites flèches, des petits morceaux de texte, de plein de choses qui viennent nourrir le récit, en fait. Ouais. On va expliquer un petit peu quand même qui vous êtes plus avant, hein, parce que vous avez une bande dessinée qui racontait un cancer du sein. Hein, c'est la manière dont vous avez été connu. Et vous allez confirmer, si je peux employer ce terme-là, vous êtes une militante féministe. Oui. Hein, donc ça fait partie de votre ADN, ça fait partie de votre discours. C'est aussi cette expérience-là que vous racontez. Comment c'est de se retrouver, parce que vous partez toute seule, jeune femme qui part toute seule, qui laisse son compagnon, son enfant, et qui dit « oui, en tant que femme, j'ai aussi le droit de faire cette expérience ». C'était dur, c'était bien reçu. Vous racontez beaucoup ça quand même. Hein. Non, ça n'a pas été très bien reçu. Il y avait vraiment ce côté de « j'abandonne ma famille ». Alors que j'avais l'impression que si mon
conjoint partait, lui, il partait à l'aventure, puis il avait tout à fait le droit. Il n'aurait pas eu de remarques. Oui, moi, vraiment, j'ai eu plein de choses sur comment on va faire ton fils pour s'en sortir, et ton mec, tu t'imagines ce que tu lui mets sur le dos, toutes ses responsabilités. C'était assez fou et de personnes assez proches, mais je pense que c'est très représentatif de la société d'aujourd'hui. Et en fait, tout a bien été. Mon fils n'a pas du tout été traumatisé. Il était très fier que sa mère parte dans les montagnes pour dessiner. Et finalement, on ne s'est pas manqué. On s'aime, mais on ne s'est pas manqué. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Ça pourrait être un personnage d'un de vos romans, Paul Colise, Lillison? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça vous intéresse son parcours? Ah, moi, je trouve ça courageux de sa part de faire ça, oui. Ouais. Alors, dans une randonnée, Lillison, on décrit évidemment les petits pépins physiques, parce que quand on marche toute la journée, on a forcément des ampoules, on peut avoir soif, on peut avoir faim. Vous décrivez le matériel, le fait qu'il faut porter sa maison sur son dos. Vous décrivez aussi beaucoup la vie en refuge. C'est pas des hôtels 4 étoiles que vous avez fréquentés. Non, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais c'est bien. Je trouve que la marche est une activité très simple, et le soir, aller dans un hôtel 4 étoiles, je ne vois pas trop l'intérêt. Il faut rester dans cette simplicité et apprécier une douche chaude ou tiède. Et l'odeur des pieds. Et l'odeur des pieds. Mais les gens se lavent. Oui. Donc ça va. Mais non, c'est bien de rester dans cette simplicité. Je trouve que ça permet de se reconnecter aux choses simples et d'apprécier les choses simples de la vie. Ouais. Alors vous décrivez aussi des choses très intimes, tout ce qui vous passe par la tête, les pensées que vous avez, les petits bobos physiques, etc. Il y a une question que j'ai envie de vous poser sur la solitude, parce que évidemment c'est un des enjeux du pari de départ. Et puis au fur et à mesure que vous avancez vers Compostelle, notamment une fois que vous êtes passé de l'autre côté des Pyrénées, que vous êtes en Espagne, vous n'êtes plus du tout seul. En fait, les randonneurs ou les pèlerins, ils se regroupent. C'est-à-dire qu'on part pour un voyage tout seul et on finit quasiment dans un voyage organisé à 10. C'est clair. Mais après, en discutant avec des gens, je me suis rendu compte que les gens qui voyagent seuls me disent qu'en fait, ils sont jamais seuls. Que quand on est seul, c'est là qu'on est le plus ouvert à la rencontre. Et là, pour le coup, j'ai vraiment pu l'expérimenter. Et je pense que la solitude, c'est quelque chose de très intéressant, mais qu'on est des êtres sociaux. Et que oui, on se regroupe. Et ce qui est intéressant sur ce chemin aussi, c'est de rencontrer des gens avec qui, parfois, on n'a aucune chose en commun, en fait. Et c'est bien de découvrir l'autre. Et vous avez rencontré des Allemands, des Espagnols, des Français, des gens de votre âge, des gens plus jeunes? Oui, voilà. Alors après, là, c'était entre 2 confinements, donc il n'y avait pas des gens du monde entier, mais normalement, sur le Compostelle, je sais qu'il y a beaucoup de Coréens qui viennent, il y a des gens de Nouvelle-Zélande, d'Australie, beaucoup de Québécois. Enfin, c'est vraiment extrêmement diversifié, en fait. C'est un chemin qui est connu dans le monde entier. Ouais. Et à la fin, vous vous êtes dit quand même, non, je dois quand même finir toute seule. Donc vous avez congédié vos partenaires de randonnée pour vraiment finir le chemin toute seule. C'était un enjeu. Oui, c'était un enjeu, et puis même, après, trop de sociabilisation peut être lourde aussi. La gestion de la vie en communauté, des fois c'est compliqué, et c'est pas du tout ce que j'avais envie. Donc oui, j'ai pris mes distances et j'ai fini toute seule. Il y a des relous, pour prendre votre terme, sur le pèlerinage. C'est qui les relous? Oh, comme dans la vraie vie. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Le patriarcat est partout, même sur le chemin de Compostelle. Voilà. Ouais. Donc il y a des randonneurs peu respectueux, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais. Je voudrais qu'on regarde une petite vidéo, Lillison. Vous allez nous expliquer ce que c'est. En fait, vous avez non seulement rédigé une bande dessinée, vous avez pris, comment ça marche votre travail? Vous prenez des notes au fur et à mesure, vous dessinez déjà en chemin, ou c'est tout au retour? Alors j'ai pris le temps de m'arrêter, puis de vraiment observer la nature, parce que c'est quelque chose de très intéressant aussi dans cette idée de lenteur et d'observation. Et après j'ai pris beaucoup de notes. Et comme c'était un projet super riche, j'ai également produit un documentaire pour la télé française et ainsi qu'une web-série. Ouais. Et on va voir un extrait justement de cette web-série qui est réalisée pour France 3. Moi, habituellement, c'est plutôt une piste de marathon. Je cours tout le temps. Je m'appelle Lillison, j'ai 36 ans. Je suis autrice de BD, femme, amie, conjointe, mère, fille, sœur. Je fais plein de choses en même temps. Des festivals littéraires, des conférences, des tables rondes, du militantisme, des ateliers. Et pour ça, j'ai besoin d'être constamment sur mes écrans. T'es sûr ? Enfin, très souvent.
J'ai 12 000 followers, un compte Insta, un compte Facebook et un autre Twitter. J'ai au moins 3 écrans allumés. Je passe bien 4 heures par jour rivée sur mon téléphone. Je suis en lien avec mes lectrices. Je m'informe, je veille, je cherche, je compare. Ouais, c'est bon. Je peux te rappeler plus tard ? Avec tout ça, je maîtrise un peu ma vie. Elle est toujours en mouvement. Je me projette sans cesse dans le futur. La vitesse me rend forte. Je suis multitâche et efficace. Virtuellement, je me sens vivante. Je suis hyper connectée. Et parfois, oui, ridicule. Je me rends bien compte que ma vie est hyper connectée et rapide. Avouez, tout ça, c'est grisant, non ? Alors, quand mon éditrice m'a mise au défi d'écrire une nouvelle BD et de partir faire le Compostelle, j'ai dit ok, cap. Et sans tout ça, juste avec ça. Non mais imagine, sans écran, lâcher le fil et sans savoir ce qui se passe. Seul. Juste moi et moi. Wouhou! Au milieu de cette nature, il y a beaucoup de petits riens, de grands silences. C'est vide. Et le vide, habituellement, je ne lui laisse pas de place. Je le comble à coups de réseaux sociaux. Là, je dois bien l'avouer, je suis un peu à nu. Prête à me regarder en face, à me décortiquer. Lillison, le vide, la rupture, la désaccoutumance à nos écrans, est-ce que ça a marché ? Oui, très bien. Après, là, je suis revenue dans la vie quotidienne et j'en fais encore usage, mais avec plus de recul. Ouais. Ça vous a permis de vous trouver vous-même un petit peu ? Quand on marche 1 mois et demi seul, oui, je crois qu'on se rapproche un peu, on apprend à mieux se connaître. Je pense que on peut passer sa vie à essayer de se définir, mais c'était un bon exercice et je me sens plus sereine après tout ça, ouais. Vous avez gagné en sérénité. Ouais. Ouais. Je voudrais que vous preniez le livre, votre livre. Oui. Je ne vais pas donner un numéro de page parce que vos pages ne sont pas numérotées, mais j'ai mis un petit signet, c'est Ouais. l'épilogue, Oui. et je voudrais que vous nous lisiez l'épilogue, c'est un petit peu la conclusion de votre voyage. Mais on donne Et la c'est- fin à tout le monde alors. Ah, mais on va donner juste le texte, vous allez Ok. le lire, on ne va pas les dessins, je vais juste situer, en fait on est à la fin, et c'est le moment où vous allez retrouver votre famille. Je retrouve mon fils et mon conjoint. C'est un peu étrange d'être à nouveau plongé dans ce quotidien familial. C'est vertigineux. J'ai l'impression d'avoir le rôle d'une autre pour le moment. Je retrouve mon lit et toutes mes affaires, comme des chaussures qui retrouveraient leur boîte. Je me sens clairement en décalage. Tout va vite et tout le monde est scotché sur son téléphone. On dirait des zombies. J'ai l'impression de tout survoler, de ne pas réussir à atterrir, d'être un peu perdu. Ma boîte mail est remplie et j'ai aucune envie de l'ouvrir. Mon téléphone est plein de messages auxquels je n'ai pas envie de répondre. Je ne suis pas déprimée, je suis juste déconnectée. Vous êtes reconnecté maintenant ? Bah oui, un peu. C'est dur dans la vie quotidienne de... Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à se tenir loin, mais je suis autrice, je travaille, je suis en lien sur les réseaux sociaux avec les gens qui me lisent. Donc malheureusement ou heureusement, voilà, ça, c'est notre quotidien maintenant, les réseaux sociaux. Je pense que j'ai juste appris à en faire bon usage et à essayer d'être moins dépendante. Ouais. Est-ce que ça vous a rendu heureuse, ce voyage ? Oh oui, et j'ai qu'une envie, c'est de repartir. Vous allez repartir. Ouais. Ouais. Et vous allez repartir en famille cette fois-ci, peut-être ? Oh, c'est pas la même expérience, mais là, il y a 1 mois, je suis déjà repartie une semaine toute seule. Et après, le but, c'est aussi d'initier ma famille à la randonnée, ce que j'essaye déjà de faire. Mais j'ai 2 enfants, ils sont très petits, donc on y va doucement. Ouais. Paul Collis, comment est-ce que vous êtes venu à la randonnée, vous, puisque vous nous avez dit que vous en aviez fait ? Ah oui, j'en fais tout le temps. Chaque été, je pars à la montagne et je marche. Ouais. J'adore ça. Et la première fois, c'était comment ? C'est qui vous a Alors, la donné cette première idée ? fois, c'était un peu par hasard. Je crois que c'était en Suisse. Je n'avais jamais fait.
Et voilà, par un jeu de coïncidence, j'ai fait une première randonnée en montagne et j'ai été tout de suite séduit par ce genre d'activité. Ouais. Lillison, tout ce que vous avez fait, c'est aussi parce que c'est une femme qui le fait qu'on doit y porter peut-être plus d'attention, parce que c'est pas évident, c'est toujours plus compliqué pour les femmes aujourd'hui. C'est ça le message? Non, c'est pas plus compliqué pour les femmes en termes d'organisation ou quoi que ce soit. C'est juste que je trouve qu'on nous... on ne se laisse pas la chance de l'imaginer, en fait. Souvent, je pense que l'idée, c'est qu'une femme qui voyage seule, c'est dangereux, alors qu'en fait, ça l'est pas du tout. Et je pense que j'aimerais bien, à travers ce livre, donner envie aux femmes de partir seules. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Et essayer de casser un petit peu ce cliché d'insécurité. Voilà, ça s'appelle Partir, sous-titre Sur les chemins de Compostelle. C'est aux éditions Casterman. Et puis pour la petite série, la petite web-série qu'on a vue, elle est notamment disponible sur le site de France 3, France Télévisions. Il faut juste s'identifier. C'est en accès libre, mais il faut s'identifier pour le public belge qui souhaite voir ces vidéos. Paul Colise, est-ce que vous connaissez Ilyas Métioui? Je l'ai rencontré il y a 15 minutes en préparant cette émission, dans la salle d'attente, juste après le maquillage. Eh bien, vous allez le découvrir plus en profondeur maintenant. Bonjour. Rebonjour. Ilyas Métioui, est-ce que vous pouvez vous présenter à Lillison et à Paul Colise? Eh bien, je suis Ilyas Métioui, je fais principalement du théâtre et de la danse, que ce soit sur la scène ou en dehors, à l'écriture et à la mise en scène. Ouais. Metteur en scène, c'est le bon terme? C'est un terme. Je n'aime pas trop mettre en scène. Je préfère, on commence direct, je préfère le mot allemand, régisseur, c'est celui qui fait en sorte que ce soit possible sur scène. C'est-à-dire que je ne prends pas quelque chose et je le mets sur scène, je crée des règles du jeu, je donne un texte, on travaille une dramaturgie. Et je fais en sorte qu'il se passe quelque chose au présent. Ouais. Alors, on vous invite pour la création d'un nouveau spectacle. C'est une trilogie, ce sera un triptyque. Ça s'appellera Écume, ça c'est le titre générique. Et le premier épisode s'appellera Knock-le-Zout. Ce sera bientôt à voir à l'Atelier 210. On va en reparler. C'est quoi le thème principal, si vous devez le résumer en quelques phrases? Le thème, c'est le destin. Est-ce qu'on a une marge de manœuvre? Est-ce que tout est déjà écrit? Quelle est la marge de manœuvre qu'on a? On choisit le destin comme quelque chose de très poétique et de grandiose. En fait, on parle plutôt de prédétermination et des marges de manœuvre qu'on a. Est-ce qu'on peut changer quelque chose et qu'est-ce qu'on fait quand notre destin ne nous plaît pas? Ça vous parle, ça, Lillison? Ouais, beaucoup. Beaucoup? Oui, je trouve ça très intéressant. Ouais. Le personnage principal, ce sera une jeune femme, Ilyas Métioui. En tout cas, le personnage de départ sur lequel vous allez greffer l'ensemble des acteurs, comédiens, danseurs qui vont vous rejoindre. Et ça s'appelle Knock-le-Zout parce que vous allez nous emmener sur la côte belge. Oui, tout à fait. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve en fait, avec les cendres d'un père qu'elle n'a jamais connu. Et elle doit aller répandre ses cendres à la mer du Nord et elle fait toutes les plages parce qu'elle hésite, elle ne trouve pas la bonne plage. Donc elle commence à la panne et elle change. Mais elle n'a jamais connu ce père et son plus grand drame, c'est une comédie, je précise. Son plus grand drame, c'est que une fois qu'elle arrive à la mer du Nord, elle doit vraiment uriner. Elle a une envie d'uriner très forte. Et son grand dilemme majeur, c'est est-ce que je fais pipi à côté des cendres de mon père ou je pose le sac plus loin au risque de me le faire voler? Et du coup, elle reconstruit un peu tous les trous qu'elle a dans son histoire en reconvoquant un peu tous les membres de son entourage proche. Ouais. Voilà. Elle va chercher son identité et savoir comment elle a été construite. Oui, mais c'est au-delà de ça. Elle va surtout chercher ce qu'elle veut devenir et du coup se croisent beaucoup de questionnements qui vont être portés en commun par toute une équipe. C'est elle le centre, mais clairement, on a 7 performeurs sur scène qui ont beaucoup à dire et à amener, qui viennent d'endroits très différents, qui ont une façon différente d'aborder la scène et la vie. Et c'est ensemble qu'ils vont évoluer, mais chacun vient aussi avec ses questions propres. Ouais. On va voir un extrait. Alors, ce n'est pas encore le spectacle parce qu'il va être joué à partir de la semaine prochaine à l'Atelier 210, mais on va voir un petit clip que vous avez réalisé à partir des répétitions. Je connais déjà la fin du spectacle, elle est écrite, donc autant la partager avec vous directement. Tu voudrais pas garder un peu de suspense? La fin du spectacle, c'est le moment... Mais peut-être que tu peux juste les laisser choisir s'ils veulent la connaître. Bon,
vous pouvez vous boucher les oreilles si vous voulez pas savoir. Ah bon, spoiler alerte, bouchez-vous les oreilles. À la fin du spectacle, je vais éparpiller les cendres de mon père que j'ai pas connu. Voilà, vous savez tout. Ils savent pas tout encore. Bah oui, je te vois. Moi aussi, je te vois. Ilias Metoui, il faut expliquer un petit peu votre travail. On est entre le théâtre, la danse. Hein, c'est déjà ce que vous aviez fait avec vos spectacles précédents, notamment Ouragan, pour ceux qui l'avaient vu. C'est mélanger les disciplines. Oui, c'est de l'art au présent. On fait tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut sur une scène. Moi, ça fait partie de mon ADN, je pense là-dessus. En fait, j'adore explorer des choses que je ne sais pas forcément faire et du coup d'apprendre en faisant. Et j'invite des performeurs à faire ça avec moi aussi. Donc, dans notre équipe, il y a des danseurs qui ont une expérience incroyable de danse, des acteurs qui ont beaucoup d'expérience, d'autres qui en ont moins. Mais tout le monde va danser, parler, jouer ensemble, réfléchir à l'espace. Et c'est vraiment la rencontre entre eux qui est la plus intéressante. Ouais, c'est sortir de sa zone de confort. Oui, en restant confortable. Ouais, en fait, c'est une vision de l'esprit de dire qu'en dehors de la zone de confort, on n'est pas confortable. On n'est pas confortable parce qu'on a une idée permanente de devoir être au top ou de montrer ou d'être dans une logique spectaculaire. Et justement ici, dans ce spectacle, comme beaucoup au théâtre pour l'instant, on essaie de casser le spectaculaire. Le spectaculaire prend tellement de place dans la vie, on se met tellement en scène dans la vie et on doit le faire. Vous parliez des réseaux sociaux tout à l'heure, je suis le premier à être sur mon téléphone parce qu'on veut remplir des salles, qu'on veut communiquer, ça a plein d'avantages. Hein. Mais clairement, on finit par donner une image de nous-mêmes qui est pas aussi riche que la réelle, parce que la véritable image de nous-mêmes, elle est beaucoup plus complexe, elle est changeante d'heure en heure selon l'endroit où on se trouve. Clairement, là, on est ici, le présentateur se cache derrière, on ne sait pas où regarder, on ne se connaît pas très bien, on joue un rôle quelque part. Et je trouve que justement sur une scène, il se passe d'autres choses, c'est un autre endroit de vérité, parce que le code est connu de tous. Nous savons que nous sommes vus. Tout le monde sait qu'il est vu sur scène. Et mais vous aimez bien jouer avec ça, parce que dans vos spectacles, il y a un moment, il y a le fameux quatrième mur qui tombe. Hein. Vous aimez bien quand l'acteur s'adresse directement au public et qu'il dit avec un gros clin d'œil, on n'est pas dupe, tout le monde sait que je suis un acteur ici. Ah oui, c'est super important pour moi. Mais d'ailleurs, tout le monde le sait. C'est marrant hein, d'être au théâtre. Et par exemple, quand un acteur joue... on me fait souvent rire, joue la surprise, il y a un autre acteur qui est derrière, et là, tout le monde sait qu'il le fait en répétition depuis un mois, et ça se sent dans son corps. Par contre, de temps en temps, il y a une vraie surprise. Si un acteur vient et lui fait « ouh », alors là, on voit la différence. Et donc voilà, il s'agit de ne pas mentir. Pour moi, c'est l'espace ultime de vérité, la scène, parce qu'on a le droit d'assumer une fiction, justement. Ouais. Paul Collis, vous avez écrit pour le théâtre, hein? Oui. Ouais. C'était une belle expérience? Ah, c'était très amusant, ça m'a absolument passionné d'écrire ça, oui. Ouais. C'était un procès participatif, hein. Vous pouvez expliquer un peu? En fait, c'est cette pièce qui va devenir mon prochain roman. Donc c'est un procès, oui, c'est le procès de 2 mineurs italiens accusés d'avoir tué leur contremaître, qui s'appelle un porion dans la mine, pendant la catastrophe du bois du Casier. Et leur procès, donc la catastrophe du bois du Casier, c'est août de 1956, et le procès se passe en 1958, pendant l'exposition universelle. Ouais. Et dans la pièce que vous aviez écrite, c'est le public à la fin, hein, je pense, qui décidait
de la culpabilité. Oui, c'est le public qui devait décider s'ils étaient finalement coupables ou non coupables. Bon. Dans le bouquin, je ne sais pas comment je vais faire, mais j'aimerais bien garder l'idée. Il faut faire 2 fins. Ou faire 2 fins, ou demander au public sur Internet finalement de décider. Bon, je ne sais pas, c'est encore à discuter. Ouais. Ilyas Metoui, vous pourriez monter un spectacle un peu comme ça. Il y a un petit peu un côté Robert Hossein là, dans ce que nous explique Paul Collins. Là. Ah, j'adore l'idée de terminer le spectacle différemment selon les spectateurs. J'ai souvent eu l'idée de faire une fin emportée où on prend un lien Internet et on peut choisir la fin du spectacle chez soi. Non, je trouve ça fabuleux. Et par rapport à, justement à cette littérature, moi je trouve ça incroyable de jouer justement avec l'écriture théâtrale et l'écriture plus littéraire. C'est 2 médiums très différents parce qu'en un coup, quand on lit un roman, la voix est dans notre tête. C'est très intime comme lecture. Moi, j'associe ça presque plus à la danse, où on voit un tableau, quelque chose qui bouge et notre histoire se fait dans notre tête. Et puis de passer à l'écriture plus dramatique avec des dialogues, c'est encore une autre écriture. Et je trouve ça, je serais curieux de découvrir ça. Ouais. Ilyas Metoui, je voudrais qu'on sache un petit peu comment vous travaillez. Parce que vous avez dit je suis régisseur tout à l'heure, mais donc vous êtes en fait à la fois auteur et metteur en scène. Est-ce que, entre votre idée de départ et ce qu'on va voir au final, donc là vous étiez en répétition, c'est produit par le Rideau de Bruxelles, hein, donc vous avez beaucoup répété avec votre équipe et on va le voir à l'atelier 210. Est-ce que c'est vraiment une œuvre collective? C'est-à-dire, est-ce que les acteurs avec lesquels vous êtes, les danseurs avec lesquels vous êtes, vous amènent à revoir votre point de vue, à changer ce que vous aviez imaginé, à retravailler le texte, à revoir la mise en scène ou pas? Oui, certainement. Certainement, je pense, voilà, moi, c'est clairement moi qui écris. J'ai une équipe de dramaturges aussi qui me relie et à qui je travaille beaucoup. Tatiana Pessoa, Zoé Janssens sont très importantes, même si c'est moi qui écris. C'est déjà du travail collectif quelque part là-dessus. Et au moment de travailler avec des acteurs, moi dans mon travail, je mets en général 1 an et demi à choisir les acteurs. C'est la moitié de l'écriture. Donc clairement qu'ils l'influencent, déjà rien que là-dessus. Puis quand j'écris, je pense à eux. Je ne pourrais pas aller écrire tout seul dans une montagne. J'aimerais beaucoup cette idée romantique de l'auteur qui s'isole pour écrire. Je m'isole beaucoup pour écrire, mais j'ai vite besoin de retourner aux autres. Et puis après, il se passe la magie du présent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on monte sur scène, le spectacle appartient aux interprètes. Ouais. Alors nous, on peut se ronger les ongles derrière, tousser, dire plus vite comme on veut. C'est plus nous. Et ça, c'est très beau aussi. Et donc, clairement, ça devient une œuvre collective, quelque part. On va voir un deuxième extrait de cette œuvre collective, Knock le Zout, première partie de Écume. Nous allons vous dire un poème. C'est notre poème. Enfin, il n'est pas de nous, c'est Rumi qui l'a écrit. Un poète soufi. Mais d'une certaine manière, c'est le nôtre. Tout est un. La vague et la paix, la mer et la pierre. Rien de ce qui existe en ce monde n'est en dehors de toi. Cherche bien en toi-même ce que tu veux être, puisque tu es tout. L'histoire entière du monde sommeille en chacun de nous. Écoutez, si vous voulez vous confier, je veux dire parler à quelqu'un, je suis votre ami. Parce que c'est vrai, après tout, on savait qu'on allait se rencontrer, mais on ne se connaît pas vraiment. Et moi, je trouve que ce serait bien qu'on se trouve des points communs, histoire d'installer un climat de confiance. On a certainement des points communs, non? Enfin, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on va réussir à se comprendre, finalement. Si on arrive à se comprendre, peut-être, éventuellement, que vous allez ressentir de l'empathie pour moi. Et ça, c'est très important. Parce que j'ai pas envie d'être le mauvais du spectacle. Au contraire, j'ai vraiment envie de me sentir compris. Toi et moi, on a plein de points en commun. On a plein de points communs. Ilyas Metoui, qu'est-ce qu'on vient de voir? Je sais pas. Vous savez pas. C'est quel moment du spectacle? Donc voilà, c'est vraiment des extraits de répétition, ça, un peu mélangés, qu'on a fait, qu'on a préparé spécialement pour vous d'ailleurs. On vous en remercie. Ce qui se passe là, c'est
ce père absent, dès le début du spectacle, essaye de justifier pour ne pas être le mauvais, évidemment. Mais voilà, mais il ne s'agit pas de ça, en fait. C'est vraiment une excuse, cette histoire du père absent. Ça raconte plutôt, en fait, l'histoire de la relation avec sa mère et de sa grand-mère. Il y a vraiment cette ligne qu'on écrit qui prend plus de place. Parce que, voilà, on est parti aussi sur cette idée de pourquoi est-ce qu'on est si dur avec nos mères. On demande, à un moment donné, dans le spectacle, l'actrice demande au spectateur qui, dans la salle, ici, apprécie qu'on la compare à sa mère. Et en général, tout le monde dit non. Et pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Pourquoi est-ce qu'on pardonne tant au père, même au père absent, et à la mère qui est là, on est si dur? Et je pense que c'est justement parce qu'elle est là, en fait, parce qu'on peut s'adresser à elle. Voilà. Alors, il se trouve que, voilà, c'est pas mon histoire. Moi, j'ai eu un père très présent. Néanmoins, oui, il y avait une certaine distance. Et oui, cette question-là de pourquoi est-ce qu'on est si dur avec les mères prend beaucoup de place. Quelle est cette union de femmes? Et qu'est-ce qui passe d'une génération à l'autre aussi? Mais il ne s'agit pas de trouver le méchant du spectacle. D'ailleurs, le père n'existe pas, elle l'invente en fait. Elle convoque sur scène 2 acteurs et elle dit ben voilà, mon père, je ne l'ai pas connu, je l'invente et j'hésite entre 2 versions. Et ils se retrouvent à devoir jouer ce rôle qu'ils n'ont pas choisi. Et c'est pour ça qu'il dit j'ai pas envie d'être le méchant, moi. Et puis, à un moment donné, cet acteur qui est incroyable, Benoît Gobe, dit en début de spectacle, il dit mais. Moi, si j'avais connu mon père, ou moi, si j'avais eu une photo de mon père, ne fût-ce qu'une photo de mon père, peut-être que j'aurais pu être un père, mais on m'a coupé de ça. Il était sur aucune des photos de famille. Et alors un jour, j'ai trouvé une photo sur le trottoir avec un homme, une photo d'homme avec les yeux gris, couleur mer du Nord. Et j'ai pris cette photo, je l'ai mis dans mon portefeuille. Cette photo, elle ne me lâche plus. J'ai décidé que ce serait lui, mon père. Donc voilà, lui-même a ses blessures. Et c'est qu'est-ce qui passe d'une génération à l'autre? Comment est-ce qu'on fait avec ça? Et comment est-ce qu'on ne s'enfonce pas dans... Ça ne nous définit pas d'avoir une histoire familiale compliquée. Ouais, si, ça nous définit, mais ce n'est pas suffisant. Alors ça, j'imagine que ça résonne à la fois chez Paul Collise et à la fois chez Lillison. Vous allez rester à Bruxelles, venir à Bruxelles voir le spectacle d'Elias Metoui? Oui. Oui, oui. Lillison, il va prolonger. Il va vous inviter. Ouais. J'aimerais, ça a l'air très intéressant. Ouais. Et drôle. Avec grand plaisir. Voilà. Et c'est drôle, parce que les spectacles d'Elias Metoui sont drôles. Il y a parfois une dimension sociale. La dernière fois, on était avec des livreurs de Deliveroo. Je ne sais pas, cette fois-ci, il y aura aussi une dimension sociale. Mais c'est à voir, en tout cas, au Théâtre 210. C'est produit par le Théâtre du Rideau de Bruxelles, mais c'est à voir au Théâtre 210. Et il ne faut pas rater le créneau, parce que c'est du 14 au 18 juin. Ça repassera peut-être à l'automne, mais si on veut voir la première version, c'est maintenant du 14 au 18 juin. Est-ce que l'expérience d'être à 3 sur une banquette est supportable? Oui, tout à fait. Ouais. Bon, on a tenu le coup. Vous avez tenu le coup. Allez, il y a encore 3 minutes maintenant. On va vous proposer de découvrir un artiste émergent. C'est le principe de ce micro ouvert. C'est un jeune artiste, c'est un jeune chanteur. Il s'appelle Zaimoun. Il va sortir un album qui s'appellera Après-midi typique. Dans cet album, il y a un morceau qui s'appelle Minute Russe et il va l'interpréter pour nous. Merci d'avoir été avec nous. Ma grand-mère, elle me disait que pour pas pleurer, quand tu coupes des oignons, faut ouvrir la bouche et tirer la langue. Ma grand-mère, elle me disait que si un jour je ne transpire plus, c'est que je suis devenu fou. Puis, elle disait que les seins, c'est comme le cul, mais en beaucoup plus doux. Chez ma grand-mère, ça sentait le patchouli. Puis l'odeur du tabac caramel de mon grand-père aussi. Et comme elle avait un bras paralysé par la polio, à chaque fois qu'elle t'amenait un plat sur la table, elle le balançait et ça faisait boum. Puis elle te criait hiss et elle explosait en riant. Et du coin de la table, quand tu l'écoutais pas, elle murmurait Noijnemania put prezenia, parce qu'elle a grandi en Russie. Elle a toujours dit que Moscou est beaucoup plus belle que Paris et moi. Ce que je préférais chez elle, c'est quand elle pratiquait la minute russe. Tu vois ce que c'est? Tu vois pas? En fait, à chaque fois qu'elle partait de son appartement, d'un jardin ou d'un espace qui la touchait, elle disait « Noch ein kleines Momentel, setz dich, assieds-toi ».
et imprègne-toi une dernière fois de cet espace qu'il y a autour de toi. Schön wie die Levonne, lichtig wie die Stern, von Himmel am Matone, bist du mir zugeschickt, der Glück hab ihr gewonnen, als ich hab dir gewonnen, du scheinst wie tausend Sonnen, hast mein Herz beglückt, deine zänderlich weiße Perlech und deine schöne Augen, deine Händerlich, deine Kehrlech, hast mir zugezeugen, schön wie die Levonne, lichtig wie die Stern, von Himmel am Matone, bist du mir zugeschickt. Deine zänderlich weiße Perlech und deine schöne Augen, deine Händerlich, deine Kehrlech, hast mir zugezeugen, schön wie die Levonne, lichtig wie die Stern, von Himmel am Matone, bist du mir zugeschickt. Deine zänderlich weiße Perlech und deine schöne Augen, deine Händerlich, deine Kehrlech, hast mir zugezeugen, schön wie die Levonne. Ah, lichtig wie die Sterne, vom Himmel am Matone, bist du mir zugeschickt. Deine zänderlich weiße Perlech und deine schöne Augen, deine Händerlich, deine Kehrlech, hast mir zugezeugen, schön wie die Levonne, lichtig wie die Stern, vom Himmel am Matone, vom Himmel am Matone, bist du mir zugeschickt. La Minute Russe, c'est un extrait de cet album de Zaimoun, nouvel et premier album qui sortira le 16 juin. C'était Connaissez-vous, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine et ce sera déjà le dernier numéro de la saison. À la semaine prochaine.